Nous a rejoint sur le plateau Geoffroy Roux de Bézieux. Bonsoir. Bonsoir, ancien président du MEDEF, pour notre grand entretien de 19h30 avec à mes côtés Nathalie Saint-Cric pour vous interviewer. Et on va commencer par la polémique du jour, les profits records de Total. Je redonne les chiffres, 5,8 milliards de bénéfices nets au premier trimestre 2026. C'est 51% de plus comparé au même trimestre l'année dernière. Sébastien Lecornu a estimé cet après-midi que Total devait redistribuer d'une manière ou d'une autre ses super profits. Vous êtes d'accord avec le Premier ministre ? Alors d'abord, je vous remercie de ne pas avoir employé cette expression profiteur de guerre que je trouve absolument scandaleuse qu'on envoie à ça là. Pourquoi vous la trouvez scandaleuse ? Parce que c'est pas Total qui fixe le prix du pétrole. Une partie de l'augmentation des profits vient de l'augmentation du prix. On est à $119. Mais c'est pas Patrick Pouyanné ou les gens de Total qui fixent un prix mondial. L'offre a baissé, la production a baissé, et donc mathématiquement, en vendant le pétrole, il fait plus d'argent. Non, mais il y a quand même aussi un aspect sur de la spéculation, mais qui fait partie du travail aussi de Total. Mais pardon, des achats anticipés de cargaison de pétrole. Mais c'est une entreprise extrêmement bien gérée. Une partie des profits vient effectivement d'achats anticipés. Ça veut dire qu'ils ont été plus malins que les autres. Et la dernière chose, c'est que toute l'augmentation de profit ne vient pas du prix. Il y a une partie qui vient de production qu'ils ont augmenté, etc. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, on a une chance inouïe d'avoir Total en France. Parce que ces profits-là, dans les autres pays, en Allemagne, etc., ils sont faits où ? Dans les prises de trading qui sont dans des paradis fiscaux, etc. Nous, une partie de cet argent, il va revenir sous forme d'impôt à l'État français. Alors, est-ce qu'on peut en prendre plus ? Moi, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Patrick Pouyanné, Total a déjà fait un geste en plafonnant à 1,99. Est-ce qu'il peut faire plus ? C'est pas à moi de répondre, moi je ne suis pas porte-parole. Mais c'est la réponse qu'il a donnée aujourd'hui au gouvernement en disant nous plafonnons les prix et c'est notre manière de redistribuer d'une certaine manière. J'ajoute un point, on a l'impression que Total c'est une entreprise nationale. Et 70% des actionnaires, c'était dit d'ailleurs par votre invité précédent, député écologiste, sont des fonds de pension américains. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de fonds de pension en France. Donc si j'avais été sur le plateau, je lui aurais bien retourné l'argument. Moi je préférais que ça soit des actionnaires français qui touchent les dividendes. Bon, c'est pas le cas. Et vis-à-vis de ses actionnaires, il ne peut pas, à un moment, baisser définitivement ses prix. Il vend à perte, en quelque sorte, parce qu'il pourrait faire plus. On n'a pas l'évaluation de ce que coûte pour le moment le plafonnement des prix de chez Total. Juste, je vais essayer d'être objectif. Il augmente le volume, puisque si c'est moins cher chez Total, les gens vont plus chez Total. D'ailleurs, donc ça s'est j'essaie d'être remarqué objectif. chez les distributeurs des stations-service, les autres ont tendance à couler. Oui, et d'ailleurs, si on demandait à Patrick Pouyanné, ou s'il le faisait volontairement, de baisser encore, de plafonner plus bas le prix. Ou de continuer à le faire. Ça ferait disparaître toutes les stations indépendantes, parce que évidemment, elles perdent du volume. Donc le sujet mérite mieux que des polémiques. Mais bon, la politique, dès qu'on peut taper sur Total, c'est quand même un sport national. Encore une fois, je me réjouis. Total bashing, a dit le Premier ministre. Oui, mais il a raison. Moi, je me réjouis que ça soit une boîte en France. Son siège est en France. Elle paye ses impôts en France. Son patron est français et c'est un patriote. Est-ce que, justement, le capitalisme et le patriotisme vont ensemble ? C'est pas un sujet de philo qu'on doit... Non, mais c'est un sujet passionnant. Rendre la copie dans une heure, c'est simplement de savoir s'il y a des éléments culturels, parce que c'est un peu quand on parle de les profiteurs de crise, c'est la honte sur eux. Est-ce que vous considérez qu'il peut y avoir quand même un capitalisme éthique ? Oui. D'une certaine manière, on est tous dans une situation, on fait un petit geste et on le fait avaler éventuellement aux actionnaires. Oui, bien sûr, et c'est pour ça que Patrick Pouyanné le fait. Mais il va le faire, vous continuez qu'il va continuer à le faire. Je ne peux pas répondre à ça, mais pour répondre à votre question qui est intéressante, patriotisme et capitalisme, on est dans ne font pas toujours bon ménage. On est dans un monde où l'actionnariat des entreprises cotées, le CAC 40, est majoritairement étranger. Et les patrons français, moi je les connais bien, je suis administrateur de boîte du CAC, on est toujours tiraillés entre ce que nous demandent les actionnaires, qui sont les propriétaires de l'entreprise. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est la réalité. Et notre fibre citoyen, parce que les patrons, en tout cas ceux qui sont français, ils ont été éduqués par la France, ils ont une fibre patriotique. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la guerre des empires qui est en train de se dessiner, qui se dessine d'ailleurs, qui est en pleine... On est en plein dedans. Elle vous renvoie un peu, et elle nous renvoie un peu à, j'allais dire, alors européenne plutôt que nationale, mais en réalité. Puis dernier élément par rapport à l'aspect culturel, vous n'avez pas vu la même polémique en Angleterre sur le patron de BP ou aux États-Unis sur le patron de Chevron, etc. Ça n'existe pas. Personne lui demande D'ailleurs, personne hors Total a plafonné dans les stations-service. Il n'y a qu'en France qu'on fait ça. Donc regardons juste un tout petit peu autour de nous avant de taper sur
Total. Mais même Emmanuel Macron a fait passer le message aujourd'hui. Il appelle à réfléchir à de nouvelles réponses dans un contexte incertain. Alors moi, j'en ai une nouvelle réponse. Parce que la réalité, c'est que le baril à 119, ça va durer. Peut-être pas à 119. Monsieur Trump a manifestement pas préparé la suite. Et il a dit aujourd'hui qu'il allait peut-être se lancer dans un blocus des ports iraniens de manière longue. Dans un scénario pas certain où on a des prix d'énergie fossile très élevés. On arrive à 3 € à la pompe. Je ne sais pas, mais... c'est un scénario qui peut être mis sur la table. Il ne faut pas l'exclure. Il y a deux conséquences. Il y a une première conséquence de très long terme, c'est que ça va accélérer l'électrification. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et de la décarbonation. Mais enfin, on ne va pas faire ça en 6 mois. Mais bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je pense qu'il faut autoriser les entreprises, au niveau de l'entreprise, à individuellement faire une prime carburant défiscalisée en fonction de la distance parcourue par les gens. Je trouve que ce matin, moi, j'ai discuté sur une entreprise... Alors, attendez, pour que tout le monde soit clair, qui paie? L'entreprise. En échange de quoi? En échange de rien. Je pensais que j'allais vous surprendre. Non, mais je veux dire... Pour aider ses salariés. Non, mais parce que la réalité, c'est qu'on paye pour travailler. Quelqu'un qui fait 40 km tous les jours, il va payer... Alors, je n'ai pas fait le calcul, machin. Bon, on parle de quelques dizaines d'euros par personne, mais ce n'est pas la même chose quand vous faites 40 km ou quand vous prenez le métro en région parisienne. Donc, ça ne peut être qu'au niveau de l'entreprise et même au niveau du salarié. Le problème, c'est que ça, c'est impossible, puisque dans les législation actuelle aujourd'hui, si vous faites une prime, vous la faites pour tout le monde, de la même manière que vous preniez votre voiture ou pas, que vous habitiez à 5 km de l'entreprise ou à 5 ans. Pour pas qu'il y ait d'inégalité entre les salariés aussi au sein du même entreprise. Là, on est sur un cas très particulier qui est le surcoût structurel, parce qu'on parle, il ne s'agit pas d'aller travailler. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir. Alors, je pense qu'il faut le faire avec les syndicats, il faut le faire encadrer, il ne faut pas être... Voilà. Et vous avez écouté, vous disiez, que vous en parliez ce matin, vous avez eu un accueil plutôt favorable des gens avec lesquels vous en... Parce qu'on a l'impression... Mais c'est vous à qui j'en parle. D'accord. Vous avez peut-être tâté le terrain après avec des vrais Non, j'ai tâté le terrain de rien du tout. Ça m'est venu, ça m'est venu ce matin en discutant. Le sujet, pour vous donner très précisément, on déménage le siège d'une entreprise en province. Bon. Il y a des gens qui sont gagnants en kilomètres et d'autres, majoritaires, qui sont perdants. Et les gens commencent à dire, oui, mais moi, ça va me coûter tant d'euros en ce moment, etc. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si on donne une prime, on la donne à tout le monde de manière... Vous dire de la même manière qu'on a des tickets restaurants, avoir des tickets carburants, en fait, d'une certaine manière. Oui, c'est la difficulté. Alors, et les entreprises qui continuent régulièrement, alors c'est peut-être pas toutes les entreprises, c'est peut-être que le MEDEF, à dire qu'ils ont trop de charges, qu'ils ont trop d'impôts à payer, qu'ils ont trop de paperasse, vous allez leur dire, vous êtes bien gentil maintenant, mais vous vous débrouillez pour savoir si le type qui est dans le deuxième bureau là-bas, il fait plus de 15 km ou 40 km, si en fait c'est pour aller faire des courses l'après-midi. C'est compliqué, parce que vous savez, vous avez salarié. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a un coût supplémentaire. Un coût supplémentaire, et en échange, vous ne pouvez pas faire de fleurs. Nous, on a besoin de salariés qui puissent travailler et à qui ça ne coûte pas de l'argent. Et de toute façon, la réponse, elle est très simple. Alors évidemment, vous allez me dire, vous tapez sur les entreprises, c'est un peu curieux pour l'ancien président du MEDEF, mais on ne va pas demander à l'État. Il n'y a plus d'argent. Donc, j'entends toujours votre député écologiste, on va faire un chèque ceci, un chèque ça. Oui, c'est lui qui était là. Mais je veux dire, on ne peut plus, c'est juste plus possible. Voilà. Donc, alors, c'est que sur la base du volontariat, bien sûr, mais je pense qu'il y aura des entreprises qui le feront. Dans les options, il y a quand même également taxer les super profits qui sont faits dans ces périodes-là. C'est même pas une option, c'est le rêve français. Taper, pas forcément, mais pas que français. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs pays qui le demandent au niveau de l'Union européenne, avec les Allemands. Ils n'ont pas de major pétrolière. Oui, donc ça, c'est facile. Donc, je veux dire, souvent on dit les Espagnols, gouvernement de gauche. Enfin, il y a les Allemands, il y a les Autrichiens qui demandent qu'il y ait une taxation des super profits. Disons qu'il y a un petit mouvement d'opinion qui est de dire quand même, il y a un truc qui cloche. Et pour aller jusqu'au bout de ma question, Geoffroy Roux de Bézieux, on entendait le mot tout à l'heure qui a été prononcé sur ce plateau, de l'aspect moral aussi. Vous nous expliquez comment au sein d'une entreprise Total a pu, par son bon fonctionnement et sa bonne gestion peut-être, dégager ses profits, mais dans l'opinion publique, il y a ce questionnement autour de cette valeur morale et de ces profits, alors que beaucoup de Français ont des difficultés, on en parlait à l'instant, pour aller travailler. Écoutez, je suis pas. D'ailleurs, je comprends. J'ai vu l'interview d'ailleurs de vos automobilistes là, je comprends la réaction. Mais à un moment, si vous voulez, il faut aussi dépassionner le débat. J'entendais aussi là, quand un agriculteur vend le blé 3 fois plus cher parce qu'il y a une pénurie de blé, il fait pas des super profits. C'est pas immoral. Simplement, c'est la taille de Total. Et juste sur les Allemands. C'est une mauvaise idée de taxer les super profits. Mais oui, c'est une mauvaise idée. Pétrolières. Mais ils sont déjà taxés. On dit, c'est comme s'ils n'étaient pas taxés. Mais ils vont être déjà taxés, donc c'est un super impôt. On est déjà le pays de l'OCDE le plus taxé. Donc on peut continuer. À un moment, c'est sûrement pas ce que faire le patin Total, à un moment les gens partiront.
Les entreprises partiront. Ils feront leur profit ailleurs. Vous avez bien compris que c'était à l'échelon des dividendes, parce que la volonté égalitariste, qui est peut-être plus prédominante en France que dans les autres pays européens, c'est parce que c'est l'argent qui dort. Vous savez, ça remonte à il y a longtemps. François Mitterrand qui disait l'argent qui dort. C'est en gros. Je me souviens. Je suis assez âgé pour me souvenir de François Mitterrand. Pareil. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de culture qui est de se dire l'argent qu'on investit, c'est très bien, l'argent qui travaille. L'argent qui apporte des choses. Le dividende, c'est le loyer des propriétaires de l'entreprise. Ben oui. Et donc, quand vous avez un appartement et que vous avez des locataires, vous demandez un loyer. Et je signale quand même qu'il y a des années où il n'y a pas de dividende. Alors, c'est pas arrivé chez Total depuis quelques années, parce que ça marche bien. Enfin, il y a des entreprises qui ne payaient pas de dividende. Total, d'ailleurs, n'a pas payé de dividende en 2020, au moment du Covid. Voilà ce que je peux vous dire. Sur la conséquence de cette guerre, de ce conflit au Moyen-Orient, dont on ne voit pas la fin pour le moment, il y a d'autres conséquences que la hausse du prix du carburant. Beaucoup d'autres. Il y a l'inflation qui risque d'être plus importante dans les mois à venir. Est-ce que, en tant qu'ancien patron du MEDEF, vous êtes aussi inquiet d'une défaillance plus importante d'entreprises face à cette situation qui, en plus, semble être dans une impasse? Il y a deux zones économiques qui vont souffrir massivement de cette hausse des coûts de l'énergie, c'est l'Europe et l'Asie. Puisque c'est les deux seuls continents, l'Asie plus que nous d'ailleurs. L'Asie plus que nous. Sont tributaires de l'énergie. On a une partie d'énergie renouvelable, plus ou moins forte. En France, on en a encore un peu plus grâce au nucléaire. J'ai d'ailleurs noté que toujours votre député écologiste s'était converti sur le plateau, donc je m'en réjouis. Vous voyez, on a des effets... Bravo, oui, là, les voies du ciel sont totalement impénétrables, mais bon... Donc oui, malheureusement, et ça va être assez sectoriel parce que le facteur énergie, il va de 0 dans certaines industries où très quand vous êtes, je sais pas, dans les services, c'est très faible, à des cas très élevés. La chimie, par exemple, plastique. qui est déjà mis en cause par l'invasion de produits, l'irruption, oui, non, je ne vais pas prendre des termes connotés, mais disons l'irruption de produits chinois absolument massive. Donc oui. Qui va être encore affaibli. Vous arrivez à jauger, vous avez une visibilité aujourd'hui sur ces difficultés pour l'avenir? Du FMI, mais vous savez, les économistes, souvenez-vous du Covid, ils s'étaient quand même bien trompés. Je ne sais pas vous dire, mais on a une économie très difficile à évaluer, qui est fragile aujourd'hui. On a une hausse de défaillance parce qu'il y a un petit rattrapage de Covid. Et donc, oui, ça tombe au plus mauvais moment. Et pardon, je pense que la vraie polémique, le vrai débat, il devrait porter là-dessus et pas sur les super profits. Après, on est capable d'avoir plusieurs polémiques en même temps. Vous avez raison. Oui, ça nous pose Nathalie Saint-Cric. Le fait que manifestement, que les chiffres du chômage soient moins pires que ce qu'on a envisagé ou ce qu'on redoutait, vous semble être un signal encourageant ou juste un effet... Parce que est-ce que vous sentez, dans le tissu d'entrepreneurs, que vous connaissez quand même, toujours, que en gros, les gens sont démoralisés ou sont... Non, mais je pense que... Alors, je vais répondre sur ces deux questions un peu différentes, mais je vais répondre de deux manières. Sur le chômage, je pense que c'est un sujet démographique. On arrive dans les classes d'âge où, je veux dire très simplement, il y a 10 ans, pour que le chômage reste à 0, il fallait créer 150 000 emplois supplémentaires chaque année. Aujourd'hui, si on ne crée plus d'emplois, le chômage reste à 0. Donc, et on va rentrer dans des période où, malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le futur. Pardon, mais est-ce que vous pouvez expliquer, c'est pas une évidence pour tout le monde. Pardon, parce que les naissances d'il y a 25 ans, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, c'est des classes d'âge beaucoup moins nombreuses. Et donc, on a un effet de malthusie. Enfin, pardon, je ne vais pas dire... on a les boomers, les baby-boomers, boomers qui s'est cassé la figure maintenant. Et donc, le sujet du chômage, ça peut paraître très provocateur, il va disparaître. On a moins de consommateurs aussi. Disparaître. Oui. On a moins de consommateurs parce que quand on a des enfants... C'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie à long terme, bien sûr. L'économie, c'est la démographie. C'est pas autre chose. C'est la force de travail d'un côté, les consommateurs de l'autre. Mais à court terme, c'est une bonne nouvelle. Sur le moral des patrons, le sentiment que j'ai, c'est que on a des gens qui sont résilients parce que crise après crise. L'économie française tient plutôt bien. L'économie européenne, même mondiale, résiste à la crise. On a des gens qui ont pris l'habitude, mais qui, par ailleurs, pardon de le dire, sont, je ne sais pas quel bon mot utiliser, du débat politique. Parce que... Au sens large ? Oui, mais la place des entreprises. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que les entreprises, c'est parfait, il ne faut rien changer, il y a des choses à changer, le capitalisme. Mais la manière dont il y a des entreprises bashing en permanence, la polémique sur Total est un exemple. Non, mais vous ne trouvez pas que ça s'est amélioré ? Enfin, il y a eu quand même la période où Manuel Valls allait pour la première fois au MEDEF. Je crois que ça vous dit quelque chose. Oui, tout à fait. J'aime l'entreprise. Il y a eu quelque chose, il y a une espèce de politique pro-business qui a essayé. Vous trouvez que Macron, il y a une bulle et que tout se casse la figure maintenant ? On a l'impression, dans les polémiques qu'on voit... il y a un cas le programme du Parti socialiste qui est sorti la semaine dernière.
un pré-programme qui n'a pas encore été voté par les militants. C'est une première version. C'est un retour en arrière absolument incroyable. C'est un programme d'appauvrissement généralisé dans l'égalité. Parce que hausse du SMIC, pourquoi vous dites ça sur le... Mais non, mais pas que ça, c'est taxation à tous les étages. Il n'y a aucune incitation à créer, à produire ou à innover. L'économie, c'est ça. C'est la confiance pour créer, produire, innover. Et encore une fois, j'essaye de ne pas me dire l'entreprise, c'est parfait, etc. C'est pas le sujet. Mais l'entreprise, c'est nécessaire. Et d'ailleurs, je vais dire, c'est une faute politique de taper sur l'entreprise. Parce que quand on regarde les sondages, les entrepreneurs, les patrons, grands, petits, sont tout en haut. Alors derrière, peut-être l'armée, etc. Et les politiques sont tout en bas. Oui, comme les journalistes. Pardon, alors je oui, on est très mal classés. Je vous confirme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un mauvais calcul économique, mais c'est aussi un mauvais calcul politique. Alors, on ne gagne pas une élection, je vais le dire à l'envers, d'ailleurs je pense que Bardella l'a compris, on ne gagne pas, je vous fais une transition sympa, hein. C'est vrai. On ne gagne pas... Un tout petit, avant là, vous passez la balle. Avant une élection, non, on peut y aller. Bon. Le Rassemblement National et les patrons. Je suis sympa quand même. Hein. Vous êtes très sympa. On vous aurait posé la question même sans cette passe décisive. Est-ce que, Geoffroy Roux de Bézieux, vous avez déjà rencontré Jordan Bardella? Non. Enfin, je l'ai croisé dans un couloir, mais je ne l'ai pas rencontré en tête-à-tête, si vous voulez, si c'est la question. Est-ce que vous estimez que le MEDEF a eu raison de l'inviter à déjeuner? Oui. Pourquoi? Parce qu'il représente 13 millions d'électeurs, qu'il y avait un déjeuner pour Olivier Faure, un déjeuner pour Édouard Philippe. Il y a même Jean-Luc Mélenchon qui a été invité. Même Jean-Luc Mélenchon. Et que quand on est un mouvement qui représente toutes les entreprises, contrairement à ce qu'on croit, la moyenne des employés du MEDEF, c'est 40 salariés. Donc, il y a des gens qui voteront Rassemblement National. Je ne vois pas pourquoi Mais rencontrer, c'est pas... c'est pas ni adouber, ni surtout être d'accord. Et d'ailleurs, ça a été dit, il y a des désaccords très clairs. Voilà. Donc, je trouve que cette polémique est absurde, en réalité. Alors, deux choses. Est-ce que vous considérez, mais ça peut-être la première n'est pas très intéressante, donc je vais m'en abstenir. Autocensure en direct. La deuxième, est-ce que dans ce qui vous est revenu aux oreilles, de ce qui a été proposé ou de ce que vous pouvez lire ou essayer de comprendre, vous trouvez que ça va dans le bon sens? Ou alors vous avez rien compris, ou rien compris, pas à la vie, mais à ça, et que vous vous dites finalement entre Marine Le Pen et lui, il y a plein de différences sur la philosophie libérale, sur... Je n'ai pas d'écho du déjeuner. Donc, je vous donne, moi, ce que j'ai lu sur l'interview qu'il a donnée dimanche dans le JDD, etc. Bon, d'abord, en positif, il y a ne pas avoir l'entreprise honteuse, c'est plutôt un discours agréable, plutôt que l'entreprise haineuse de certains. Donc, oui, c'est plutôt agréable. C'est sûr qu'il arrive pour voir... La musique est agréable. Avec une musique qui peut plaire aux oreilles des patrons. Mais d'ailleurs, je pense qu'il a vu... C'est pas par hasard qu'il dit ça tout. Mais bien sûr, je pense qu'il a vu les mêmes sondages, si vous voulez. Il fait un calcul politique. Par contre, quand on rentre dans les détails, ça colle pas. Il dit, par exemple, je prends un exemple très simple. Il dit, il faut rapprocher le net du brut. Enfin, ou le brut du net, comment on veut. Baisser les charges, baisser les cotisations sociales. Et je pense qu'il y a une majorité de Français, de patrons, de tout, qui est d'accord avec ça, quand ils regardent sa feuille de paye. Sauf que, qu'est-ce qu'il y a derrière les cotisations? Eh bien, il y a les prestations sociales. Et les deux grandes dépenses, c'est quoi? C'est santé, d'un côté, et retraite de l'autre. Donc, la seule façon de faire ça, en réalité, c'est de baisser les retraites. C'est de baisser les retraites ou augmenter le travail, l'âge, machin, etc. Ou alors d'augmenter le reste à charge sur les dépenses de santé. Et ça ralentirait l'augmentation de dépenses. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que santé et retraite, ça augmente mécaniquement à cause du vieillissement. Donc, si vous voulez, vous connaissez la phrase de Talleyrand, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Pour le moment, la musique, je ne sais pas comment dire, elle est agréable, mais on n'a pas la réalité. Et moi, je crois, mais pardon de dire ça, que la grande difficulté, ça sera la difficulté de tout le monde d'ailleurs, c'est de dire la vérité aux Français. C'est-à-dire de dire qu'on ne s'en sortira pas sans travailler plus et sans réduire modérément, avec justice, les dépenses sociales. Vous trouvez là-dessus que c'est... qu'il y a plus... Je trouve que là, il reste dans le flou, mais on comprend pourquoi. Parce que vu évidemment les électeurs, il ne peut pas le faire. Est-ce que, selon vous, le Rassemblement national a changé? C'est une question à un journaliste dans son rapport à... Non, mais dans son rapport à l'entreprise. Dans le discours, en tout cas. Dans le discours, vous avez le sentiment qu'ils ont changé. Dans le discours, mais c'est factuel. Je veux dire, Vous dites cette rencontre avec le MEDEF,
pourquoi non, pourquoi pas, enfin très bien. Mais tout le monde n'est pas d'accord au sein des patrons, notamment Pascal Demurger, directeur général de la Maïf, qui a cette critique qui est de dire rencontrer le Rassemblement national et mettre le Rassemblement national sur le même pied d'égalité que tous les autres candidats à l'élection présidentielle, ça lui confère une respectabilité. Voilà, ça lui donne une crédibilité qui, pendant longtemps, n'a pas existé. Et donc, ça risque d'entraîner, d'accélérer sa victoire. Je pense que c'est beaucoup de poids au MEDEF, d'abord. Je remercie Pascal de le faire. Pascal Demurger, il s'exprime comme citoyen, c'est un patron de gauche, il a le droit de le faire. Ça participe d'une normalisation, vous n'êtes pas les seuls. Mais est-ce qu'il dirait la même chose sur Jean-Luc Mélenchon ? Vous mettez à égalité Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella ? Écoutez, les mécanismes sont les mêmes. Enfin, pas du tout mais les mécanismes de s'adresser à la colère des gens et de simplifier les raisonnements, que ça soit d'ailleurs sur le plan régalien ou sur le plan économique, c'est la même mécanique. On fait croire aux gens qu'il y a des solutions simples. Taxer les riches d'un côté, mettre les immigrés dehors de l'autre. On simplifie la chose. Il n'y a que le RN et la France Insoumise qui proposent des solutions simples. C'est les plus simplistes. Oui, je dis pas. Enfin, évidemment, vous allez. Non, je sais pas. Je vous pose la question. Ne me faites pas dire que toutes les autres sont sophistiquées. C'est pas ce que je crois. Non, mais encore une fois, Pascal Demurger s'exprime à titre personnel. Il a le droit. C'est un mutualiste, hein, donc il a voilà. C'est une philosophie différente. Laurence Parisot n'était pas non plus d'accord. Et n'a pas non plus validé ça. Elle l'a redit. Elle l'a redit. C'était il y a, je ne sais plus combien de temps. Enfin, je ne me souviens plus, mais c'était. Elle a dit, je pourrais écrire un deuxième volume qu'on pourrait intituler Pris au piège. Parce qu'elle avait écrit un premier livre qui s'appelait Piège bleu marine. Elle l'a dit récemment. Bon. De toutes petites questions. Est-ce que l'inexpérience éventuelle de Jordan Bardella, aussi bien dans le monde de l'entreprise que dans le monde des universités ou des études, alors quand on dit ça, il y a des gens qui disent ceux qui sortent de l'ENA, ils font n'importe quoi, donc autant ne pas y aller. Non, c'est pas un problème d'études, c'est un problème d'expérience. Alors, et d'expérience au travail, notamment d'avoir dans les entreprises. Non, mais oui. Est-ce que c'est quelque chose qui peut éventuellement vous inquiéter ? Oui, parce que je pense que l'heure, sans faire de politique, et je ne veux pas faire un procès de jeunisme, parce que c'est pas, j'aurais dit la même chose, quel que soit on est dans une crise géopolitique. C'est vraiment la guerre des empires. Hein. Je trouve que on le dit pas assez aux Français, mais la prédation des entreprises chinoises sur les entreprises européennes et la prédation des entreprises numériques américaines est absolument massive. L'heure est très grave. Et il faut donc quand même de l'expérience. Il faut un homme d'État. Ou une femme d'État, hein, mais je veux dire, il faut quelqu'un très solide. Quelqu'un qui soit solide. Alors, je ne vais pas vous dire qui, mais vous voyez, je pense qu'il y a effectivement un peu ce risque-là. C'est pas à moi de le dire, c'est aux Français de choisir. Je ne vous ai pas demandé qui vous votiez ou qui vous votiez. Non, mais je veux dire, ce sujet-là, il va être tranché par les Français. Nos confrères du Monde ce soir s'interrogent sur le risque d'une France ingouvernable encore pendant un an. Est-ce que vous trouvez que finalement 2027, ça va être une année perdue parce qu'on repousse le moment où on devrait faire les choses et qu'il va entre les finances publiques, le budget, plein de choses, on va avoir un an et demi. Oui, dans un moment. Enfin, le risque est là, dans un moment très difficile. Ça, la France, quand on regarde, moi je suis gaulliste, hein, donc elle se relève que dans les moments très, très, très difficiles. Et comme on a anesthésié les Français à coups de dépenses publiques, y compris d'ailleurs les entreprises, si on dit juste, y compris les entreprises. Ils sont largement aidés. Oui, bien sûr, y compris les entreprises. À coups de subventions, sans demander d'efforts. Je ne pense pas que nos compatriotes, enfin, je ne peux pas parler pour les Français, mais aient le sentiment que l'heure est très grave et qu'il faut. Et un discours de vérité que j'appelle de mes voeux, il n'est pas facile à tenir. Donc, il se peut qu'il ne se passe rien. Quand je dis qu'il ne se passe rien, qu'on reste dans cette espèce de no man's land où on ne prend pas de décision, on ne réforme rien et on n'avance pas. Oui, et c'est une crainte de citoyens, aussi bien que de chefs d'entreprise. D'ailleurs, le MEDEF a envoyé une lettre au Premier ministre à propos du budget, de son inquiétude sur le budget, pour réviser en profondeur la manière dont les décisions pourraient être prises. Et surtout, moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'instaurer une règle d'or dans la Constitution pour plafonner le déficit structurel. Vous voyez un homme politique aujourd'hui porter... C'est tordu comme question de proposition. Joker, non ? Qu'est-ce que je peux répondre ? Non, pas de Joker. Non, mais je vais vous faire une réponse un peu de côté. Mais vous savez, il y a ou en plein dedans, n'hésitez pas. Non, mais on parle de retraite. Il y a un régime de retraite qui est géré depuis 30 ans avec des excédents, avec un an de réserve. Pourquoi ? Parce qu'il y a une règle d'or qui oblige à avoir un an de réserve. C'est régime Agirc-Arrco. Donc, à l'échelle d'un régime de retraite, je reconnais que ce n'est pas la France, c'est possible. C'est une question de volonté. Et une fois que c'est inscrit... Donc, c'est une bonne idée. Après, trouver quelqu'un pour le porter et surtout une majorité pour le voter... Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le marché ? Je ne vous demande pas qui.
actuellement, et Dieu sait si on manque pas de candidats, on en découvre un tous les jours. Est-ce que vous pensez que la personne idoine... Je ne sais pas répondre à cette question. Non, mais est-ce que vous dites... Non, mais je trouve que la situation... Je vais vous répondre différemment. C'est souvent les circonstances qui font quelqu'un, si vous voulez. Et les circonstances... Là, il y en a des circonstances, quand même. Oui, mais elles sont pas... Elles sont tout beaucoup de quelqu'un. Oui, il y a beaucoup de quelqu'un, plus de circonstances. Et beaucoup de quelqu'un, donc... Mais si vous voulez, je trouve que le débat politique ne donne pas une image fidèle de la situation qui ferait comprendre... C'est-à-dire, en clair. Mais nos compatriotes ne sont pas des idiots économiques. Il faut s'adresser à leur intelligence et leur expliquer la situation mondiale, leur expliquer qu'on a des efforts à faire. Mais comme on est anesthésié par des débats ou des polémiques qui masquent la réalité, on n'arrive pas à faire percer les vrais sujets. Bon, mais je suis un garçon plein d'optimisme, que je suis entrepreneur, et donc ça n'est pas perdu. Merci beaucoup Geoffroy Roux de Bézieux d'avoir été notre invité ce soir. Dans un instant, les informés, mais pour l'heure, c'est le moment du JT Monde. Bonne soirée sur France Info.